On est heureux d'accueillir Claire Pagès, moi personnellement, parce que à l'époque où je l'ai connue, elle achevait un travail de thèse. On était collègues à Nanterre sur la négativité et les intermittences du sens chez Hegel et Freud. Et depuis, je crois que sa recherche a beaucoup tourné autour de Lyotard, dans un rapport à la métaphysique, à la clinique, à la politique. Elle a dirigé un collectif sur Lyotard à Nanterre, justement. Et elle est l'auteur d'un livre sur Lyotard et la question de l'aliénation. Et donc, elle va nous instruire dans un instant de la question des pensées de la mort chez Deleuze et Lyotard. Merci beaucoup, Élie, et puis merci aux organisateurs. Alors, j'ai proposé comme titre La mort ou la répétition, quelques réflexions sur les pensées deleuziennes et lyotardiennes de la mort. Je vais essayer de m'expliquer. Donc, je voudrais vous proposer quelques réflexions sur ces deux pensées de la mort. Il me semble, en dépit de leur hétérogénéité, que ces deux pensées de la mort semblent animées peut-être par un souci analogue, qui est en réalité un souci qui est double ou qui est duel, pour lequel je vais avoir besoin du terme de répétition pour le comprendre. Pour le dire à grands traits, d'une part, dans le cadre de leur conception des économies libidinales, des flux désirants, Deleuze et Lyotard développent une pensée de la mort comme principe positif de répétition, et la mort devient une puissance positive, pourvoyeuse de différence, et même, chose paradoxale, on va voir une idée valorisée. Mais d'un autre côté, je crois Deleuze comme Lyotard traque également toutes les figures et les représentations de la mort, dans lesquelles le caractère inéluctable, absolu ou définitif de celle-ci se trouve escamoté dans des formes diverses de répétition, et répétition dans un autre sens. Alors la répétition qu'est la mort dans le premier cas et celle dont sa forme réelle se distingue ne sont pas les mêmes, et on essaiera d'analyser ces deux figures de la répétition qui servent positivement ou par différence à parler de la mort. Donc, dans le premier cas, on verra que cette répétition, c'est la production de différence, et dans le second cas, la répétition est plus proche d'une survivance. D'où cette interrogation que cette formule du titre, la mort ou la répétition, un peu sur le modèle de la bourse ou la vie, si vous voulez, avec cette différence que dans le cas des pensées deleuziennes et lyotardiennes de la mort, le ou il est explétif, dans le cas de la première conception, la mort, c'est-à-dire la répétition, ou il est disjonctif, dans le cas de la seconde, soit mourir vraiment, soit répéter. Alors, cette étude, elle oblige à considérer les interprétations de Deleuze et Lyotard de la notion introduite par Freud de pulsion de mort. C'est par là que je commencerai pour présenter ce premier modèle de la mort intense, la mort comme répétition positive dans les économies libidinales. Je commencerai par Lyotard. Et donc, on va partir de cette question du rapport à la pulsion de mort, à grands traits. Alors, l'analyse que Lyotard donne de la pulsion de mort permet de formuler une première conception de la mort, qu'on trouve dans sa pensée et qui caractérise sa philosophie, disons, dans la décennie 70. Le concept de pulsion de mort est d'abord appréhendé par lui comme révolutionnaire, comme un dispositif théorique antinormatif, qui fait voler en éclats le paradigme classique de la représentation. Il souligne dans Dérive la tendance freudienne au discours de vérité, ce qui inscrit celle-ci dans la ratio occidentale, et qui est perturbée par quoi ? Par une place faite à l'événement, en particulier grâce à l'idée de pulsion de mort. Je cite Oedipe Juif, « Les pulsions de mort, dernier événement, marqueront dans la théorie la place de l'indévisageable et de l'insignifiable, la limite de la représentation et de la théorie. » Donc la mort dont il s'agit relève bien de l'événement du figural. Alors cette mort que valorise l'économie libidinale, elle s'oppose déjà à sa conception dialectique, celle qui entend faire de la mort un processus, celle, je cite Discours Figure, qui croit mettre la mort dans son langage, dans sa poche, et la surmonter. Donc Lyotard insiste déjà sur le caractère irréversible de la mort, qui n'est jamais une survivance, je le cite toujours, la différence absolue serait la mort en tant qu'irréversibilité.
Pour l'instant, cette mort, elle est saisie comme expérience intense à laquelle s'opposent tous les compromis, les demi-mesures. Je cite l'économie libidinale. Le concept, le temps, la négation, l'ambivalence viennent avec l'affaiblissement des intensités. La représentation suppose des astres non pas morts, mais tièdes. Donc tout se passe comme si le plus intense de la vie se jouait là, et la vie comme puissance disruptive. Et la pulsion de mort désigne alors une énergie, selon des expressions de Lyotard, détraquante, désordonnée, déconstruisante. On en trouve un bel exemple de cette lecture qui est un peu une lecture esthétique de la mort, justement dans l'analyse de l'œuvre peinte de Monori. Et je pense à la série des meurtres de Monori, qui est justement une représentation esthétique de la mort. Ce qui m'intéresse, c'est que la représentation ou figuration de l'assassinat qui retient l'attention de Lyotard, c'est celle de Monori, qui va nommer un meurtre de pure volupté. Alors comment est-ce qu'il comprend un tel meurtre? Celui-ci se limite pas, dit-il, à une destruction d'objets, mais ajoute, dit-il, l'investissement libidinal du temps et de l'espace mesuré, au sens où les instants d'un condamné à mort sont comptés. C'est-à-dire que ce meurtre est caractérisé par une érotisation de la durée dans son rapport à la consommation des objets. Plus profondément, c'est toute l'œuvre de Monori que Lyotard va interpréter comme une condensation et un arrangement de deux morts. La première dit la mort de ce qui est mortel, mort vive et souffrante, et de l'autre côté, la mort immortelle, sang-froid dandy et indifférence mercantile. La mort subie par la victime, d'un côté, et de l'autre, la mort habitant ce qui tue, et c'est surtout le bleu et l'achromatisme de Monori, c'est-à-dire la mort intense. Dans tout ça, la pulsion de mort, elle est entendue comme une puissance positive de déliaison. Je cite toujours, là c'est les notes sur le retour et le capital, pulsion de mort, non parce qu'elle cherche la mort, mais parce qu'elle est affirmation partielle, singulière et subversion des totalités apparentes dans l'instant de l'affirmation. Toute haute émotion est effet de mort. Alors, cette étrange conception de la mort, comme intensité et vie du désir, on va voir comment on la retrouve un peu chez Deleuze. On me dira qu'elle est assez, en fait, elle est familière de toute une génération de penseurs. On pourrait voir que c'est quand même une réception de c'est une conception de la mort qui traverse les années 60-70, et en particulier, on pourrait montrer comme l'idée de mort comme libre dépense ou comme luxe chez Bataille, qui excède toute économie restreinte. Rejoint un petit peu cette conception de la mort. Alors je passe à Deleuze. Chez Deleuze, cette conception paradoxale de la mort, elle procède, donc qui va voir l'instinct de mort compris comme une puissance inorganique de vie, si je puis dire. Elle procède également d'une critique, d'une lecture critique de la notion freudienne de pulsion de mort. Je vous rappelle des choses que vous savez. Deleuze reconnaît à Freud d'avoir, avec au-delà du principe de plaisir, conçu une forme positive et non dérivée de répétition, et d'avoir su faire, paradoxalement, de l'instinct de mort, d'abord, un principe positif pour la répétition. Je cite différence et répétition. Bizarrement, l'instinct de mort vaut comme principe positif originaire pour la répétition, c'est là son domaine et son sens. Alors, il y insiste aussi dans sa présentation de sa chère Masoch, puisque quand il demande ce qu'est l'instinct de mort, il se tourne vers au-delà du principe de plaisir, et il a cette affirmation, il apparaît vite que, par au-delà, Freud n'entend pas du tout des exceptions au principe de plaisir, mais qu'il serait pour lui question de fonder le principe de plaisir. En cela, il suit la leçon freudienne et il va présenter Eros et Thanatos comme deux formes de répétition, la répétition de la vie, la répétition de l'union, et de l'autre, je le cite, au-delà de la répétition lien, la répétition gomme qui efface et qui tue. Alors cette première intuition freudienne, la mort comme principe positif de répétition, elle se perd pour Deleuze dans le modèle dont Freud continue à user pour penser la répétition, celui d'une répétition brute ou nue, physique ou matérielle, Thanatos se mettant à pousser un retour à l'inanimé, à l'indifférencié. Et vous savez que Deleuze objecte que l'instinct de mort n'est pas une expérience de matière, mais une expérience du temps vide, de forme pure sans matière. Ce n'est pas l'expérience de la mort du moi, c'est l'expérience d'une traversée du moi vers des différences libres qui ne sont plus soumises à la forme que leur donnait un moi.
Serait ainsi manqué par Freud non seulement la mort et la répétition comme dimension inconsciente problématisante, mais aussi la spécificité de la production inconsciente qui est à la fois positive, multiple, différenciée ou dynamique. Hein, il y a cette idée que l'instinct de mort est ni régression, ni désassimilation, mais, dit-il, le désir à l'état libre, hein, la libre circulation d'énergie. Alors, d'où cette question, hein, si la pulsion de mort est vie libre du désir et intensité, c'est pas seulement elle qui fait mourir, ou du moins il n'est pas immédiatement évident de comprendre comment elle tue, et surtout il faut déterminer qui et ce qu'elle tue. Et reste à comprendre effectivement comment les machines désirantes qui fonctionnent, elles vont, qui sont des productions d'action et de passion, comment elles en viennent à mourir. Alors Deleuze et Guattari, comme l'a rappelé Arnaud, répondent dans l'anti-Oedipe, en disant que la machine socio-désirante n'a pas pour limite l'usure, mais le raté. Autrement dit, je les cite, elle ne fonctionne qu'en grinçant, en se détraquant, en éclatant par petites explosions. Les dysfonctionnements font partie de son fonctionnement même. Ça signifie à la fois que le dysfonctionnement est un mode du fonctionnement du désir, mais aussi, je les cite toujours, que jamais une discordance ou un dysfonctionnement n'ont annoncé la mort d'une machine sociale, qui a l'habitude au contraire de se nourrir des contradictions qu'elle soulève. Je trouve la suite. Qu'elle soulève. Alors, ainsi, la mort est d'abord ce qui contribue au fonctionnement, hein, avant d'être ce qui arrête la machine ou ce qui tue. Et bon, on sait que Deleuze prend ici tout à fait ses distances avec l'idée d'une mort par usure du corps que l'homme verrait venir, hein, dans une conscience aiguë de sa finitude. Il souligne, d'ailleurs, je vous le rappelle dans la littérature et à la vie, que seul l'animal possède un véritable rapport à la mort. Hein, je le cite, contrairement à un préjugé spiritualiste, c'est l'animal qui sait mourir, où on a le sens et le pressentiment. Donc la mort ne procède pas de l'usure ni du dysfonctionnement de la machine désirante, tout à fait, et la pulsion de mort n'est pas comprise comme un principe interne de destruction, hein, comme l'a rappelé Arnaud. Deleuze et Guattari font plutôt de la mort, c'est la même citation, une pièce de la machine désirante, hein, qui doit être jugée et évaluée, et pas un principe abstrait. Comme chez Lyotard, la mort ne se confond d'abord ni avec ce qui simplement fait mourir, ni avec un principe théorique silencieux, sans modèle ni expérience, tel que Freud l'aurait appréhendé. Dans son commentaire de l'anti-Oedipe, hein, dans Capitalisme énergumène, Lyotard insistait sur cette pensée de la mort comme composante du désir, principe de démesure du désir qu'il trouve chez Deleuze et Guattari, je le cite. Si la pulsion de mort est ce par quoi les machines ne fonctionnent que détraquées, et par quoi leur régime ne peut se maintenir harmonieux, alors non seulement elle est admissible, elle est la composante nécessaire du désir. Non pas une autre pulsion, une autre énergie, mais dans l'économie libidinale, un principe inaccessible de démesure, d'excès, de déréglage. Non pas une deuxième machinerie, mais une machine dont l'indice de régime a puissance de se déplacer vers l'infini positif et de la faire s'arrêter. Donc la mort peut faire s'arrêter la machine, mais cette différence infinie, ou cette maximum de la différence, ne fait s'arrêter, qui est-ce qu'elle fait s'arrêter, qu'est-ce qu'elle fait s'arrêter, ne tue que l'organisme ou le moi. La vie intense, hein, celle qui est positivement travaillée par l'instinct de mort, en un certain sens ne meurt pas, comme le souligne Deleuze, hein, là je cite l'entretien qui s'appelle « Signe et événement », évoquant la puissance d'une vie non organique, celle qu'il peut y avoir dans une ligne de dessin, d'écriture ou de musique. Ce sont ces organismes qui meurent, pas la vie. Il n'y a pas d'œuvre qui n'indique une issue à la vie, qui ne trace un chemin entre les pavés. Alors, juste deux remarques avant de passer à la deuxième partie, et deux remarques un peu critiques. La première, ça vient d'une résistance un peu hegelienne. Si la mort est intensité, déliaison, fulguration, cette dernière, elle semble parer étrangement finalement de tous les attributs de la vie et investie un peu étrangement d'une puissance vitale sans égale. Et il n'est pas sûr que dans cette entreprise de positivation de la mort, de vitalisation de la mort, il n'y ait pas une autre manière de dialectiser l'opposition mort-vie, hein, qui est le reproche qui sera fait, qui vont faire tous les deux à Hegel. J'ai une autre peut-être remarque aux réserves qui est cette fois qui vient d'un scepticisme freudien, c'est que cette représentation, cette lecture de la pulsion de mort, hein, comme quelque chose qui travaille le désir et qui est
la vraie vie intense du désir, elle doit rester, enfin pour un freudien qui est intéressé par les applications et les incarnations cliniques de la pulsion de mort, elle reste un petit peu scandaleuse. Elle doit rester très, très étrange. Elle est aussi typique de toute la période. On trouve la même chose la même lecture un peu chez Derrida. Enfin, dans l'incarnation clinique de la pulsion de mort, c'est ce que Freud appelle la pure culture de la pulsion de mort, qui fait que le surmoi va persécuter le moi jusqu'à le pousser au suicide. C'est la mélancolie, c'est la réaction thérapeutique négative. Et toutes ces pages sur la vie intense du désir travaillée par la pulsion de mort, c'est pour quelqu'un qui s'intéresse à cette réalité clinique, quelque chose qui doit quand même peut-être un peu surprendre, enfin continuer à surprendre. Je passe à ma deuxième partie, qui est ce deuxième modèle de la mort. Il s'agit de débusquer et de déconstruire certains escamotages de la mort. Alors cette conception de la mort comme répétition intense, mort qui se trouve paradoxalement promue comme valeur, résume pas les pensées deleuziennes et lyotardiennes de la mort. Dans la philosophie de Lyotard, cette compréhension de la mort, elle est relayée ou abandonnée au tournant des années 60-70 par une autre lecture qui est concentrée sur la mort violente et qui se donne pour objet de traquer, de déconstruire tous les travestissements de la mort qui embellissent celle-ci pour en faire une forme positive ou sublimée de répétition, opérant par là un déni de sa cruauté, de son événementialité ou de son irréductibilité. Je commencerai par là. Pour dire que cette mort est pas, que la mort n'est pas une répétition de la vie, elle n'est pas une survivance, ça va s'incarner chez Lyotard dramatiquement dans ce qu'il va appeler la mort nommée Auschwitz, dont il parle dans le différent, mais aussi dans Phrasé après Auschwitz, en s'appuyant sur la pensée d'Adorno. Je le résume et je l'explique après. Auschwitz, dit Lyotard, peut d'aucune façon être comprise comme une belle mort, une mort magique, une expérience ou un séjour du négatif. C'est même, dit-il dans le différent, l'interdit de la belle mort. Et seule une rhétorique peut en faire une belle mort, et encore une rhétorique perverse, dit-il. Et Auschwitz signifie même, dit Lyotard, la mort de la belle mort. Puisque, en reprenant une expression d'Adorno, il dit, avec Auschwitz, avoir peur de la mort signifie quelque chose de pire que la mort. On va voir ça. Alors, la belle mort, qu'est-ce que c'est? Ça soutient pour Lyotard l'économie du mouvement spéculatif, d'une part, et ça correspond au modèle de la mort du héros grec. Dans leurs oraisons funèbres, en effet, les poètes font l'éloge de la mort des héros. C'est essentiel d'exalter la vie du nous, celle des citoyens morts pour la patrie. Si le héros grec comme homme connaît une fin, celle du vivant individuel, il trouve aussi un achèvement qui a le sens d'une éternité ou d'une résurrection, l'achèvement qui atteste de la grandeur et de l'infinité du législateur, si je puis dire. Le héros grec survit dans le nous de la patrie. La mort spéculative, pour Lyotard, elle possède cette structure, puisque la disparition signifie toujours une survie, et même une survie dans une forme sublimée. Alors, si la mort Auschwitz se distingue radicalement de cette mort du héros grec, évidemment c'est parce que le caractère bureaucratique et technique de l'élimination des déportés, leur extermination prive, ils sont abattus, prive leur mort de sens, mais c'est pas tout à fait ça que Lyotard analyse. C'est surtout que la mort du héros grec, comme la mort spéculative, comme l'expérience, repose sur l'instance du nous, et que là, il n'y a pas cette instance du nous, c'est pourquoi on ne va pas pouvoir enchaîner sur cette mort. La mort Auschwitz a la forme d'une obligation de mourir, qui est une prescription très singulière, parce que un ordre qui prescrit la mort catégoriquement sans raison de mourir rend impossible la formation d'un nous, puisque le nous de la norme ne peut pas édicter sa propre disparition. C'est pourquoi le déporté n'est pas destinataire d'une obligation, dit Lyotard. En fait, il pourrait y avoir une belle mort, dans le cas de l'arrêt de mort, seulement si la patrie ou la religion commandait de mourir. Mais pour ça, il faut intimer un tel ordre à quelqu'un qui est des nôtres, et alors seulement le commandement constitue une norme sur laquelle s'accordent le destinateur et le destinataire, c'est-à-dire un nous qui est capable de légitimer tous les ordres auxquels il s'identifie. Il échappe à l'arrêt de mort dans ce cas-là, et il échange son nom singulier contre un pronom collectif. Mais évidemment, ça n'a pas lieu à Auschwitz, où il n'y a plus de nous, il n'y a aucune norme applicable et commune aux deux univers de phrases. C'est pourquoi l'ordre de mourir est dépourvu d'un nous qui en fasse une loi, dit Lyotard.
Ce qui est étrange et ce qui n'est pas immédiatement d'abord facile à comprendre, c'est que la mort Auschwitz, elle signifie chez Lyotard l'impossibilité de toute belle mort, de toute mort répétition, je dirais. Pourquoi c'est pas immédiatement facile à comprendre? C'est parce que la mort Auschwitz, qui est évidemment pas assimilable à une belle mort, au début, on pourrait se dire est-ce que le problème, c'est pas que les déportés aient été privés du nous de la communauté des vivants et de la célébration? Dans ce cas, la belle mort, ça resterait une catégorie valide, et même une réalité enviable. Et en fait, c'est pas le point de Lyotard, même si évidemment, il appelle de ses voeux le fait qu'il y ait une forme propre de la mort, qu'il y ait une possibilité d'une mort propre et de sa célébration. Néanmoins, sa critique de la belle mort, elle va beaucoup plus loin que la reconnaissance de morts qui seraient historiquement pas des belles morts. C'est la belle mort elle-même qui est morte à Auschwitz et qui est définitivement impossible. C'est toute mort survivante qui est visée, et je vais essayer d'indiquer pourquoi. Alors, Lyotard déploie en effet une critique de la pensée hegelienne de la vie et de la mort, au début en particulier de l'article qui s'appelle « Survivant ». La conviction qui l'anime est en effet que la mort est un événement inéluctable et jamais un deuil ou une survie, une survivance, comme c'est le cas avec l'esprit hegelien qui jamais ne disparaît ni ne se perd. Au contraire, selon Lyotard, de la mort, il n'y a pas de relève ou de la mort on ne se relève pas. Avec elle, quelque chose se perd et s'oublie absolument. Elle reste à penser ce qu'il nomme l'énigme de la naissance, l'absolu commencement, je cite Survivant. L'énigme de quelque chose à quoi il n'est pas de réponse dans cette tradition doit continuer à habiter secrètement l'esprit, l'énigme de la singularité de la naissance qui est impartageable comme celle de la mort. La persistance de cette énigme suffit à rendre l'esprit accessible à un en deçà du monde, de la culture et de la tradition. Donc, contre les conceptions mélancoliques de la vie et de la mort, Lyotard voit dans la mort un événement intransmissible et inéluctable. Cette conception de la mort, qui n'est pas une poursuite ou une répétition de la vie, doit être maintenue et défendue avec vigilance contre toutes les tentatives pour vitaliser la mort, pour en faire un moment d'une histoire et en nier l'événementialité. Je vais prendre trois exemples ou trois pièces de ce soupçon. D'abord, ce que Lyotard nomme la belle mort athénienne dans le différent, qui partage les réserves ou les préventions de Socrate dans le Ménexène à l'égard de l'éloge de la belle mort. En particulier, cette belle mort-là, elle n'en est pas une, puisque grâce au nous et au non, la finitude de l'individu du héros grec est échangée contre l'infinité de la mémoire et de la célébration. Et vous vous souvenez que Platon raille certains éloges de la belle mort, puisque ceux qui vivent ou auront vécu sans vertu civique n'ont pas à bénéficier, en vertu du nous produit par l'oraison funèbre, du prestige de l'héroïsme de ceux qui sont morts pour la patrie. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne s'agit pas simplement pour Lyotard de réserver la belle mort à qui la mérite, au héros grec ou à un tel ou à un tel. Mais, je vais voir si les deux autres pièces vont montrer que c'est l'idée même de belle mort qui devient objet de soupçon et qui va se trouver déconstruite. Cette transformation subreptice de la mort en survie, elle s'incarne souvent, ou presque inévitablement, dans l'écriture et dans l'art, si bien que ceux qui s'y adonnent, dit Lyotard, doivent rester vigilants à l'égard de leur propre pratique. Inévitablement, car même le peintre qui tente de figurer le rien, dit-il, le rien de la mort, de l'assassinat chez Monori, formule une phrase qui présente le néant, et dans la phrase « il n'y a rien », dit Lyotard, se cache une infime volonté. C'est pourquoi, note-t-il, la règle qui gouverne ces phrases peintes de Monori, ce n'est pas la mort mais l'idée. Je le cite, « Si c'était la mort, il n'en resterait aucune présentation. Le tueur doit écrire son roman ou le peindre, et c'est donc vouloir témoigner que c'est fini. Or, si c'est fini, à quoi bon aussi écrire et peindre? C'est dans ce paradoxe minime que se cache le ressort artistique. » Lyotard interroge souvent cette nostalgie qui habite le geste artistique, mais aussi le musée et l'écriture, et qui consiste à vouloir laisser une trace, laisser un reste, échapper au néant, à l'oubli et à la précipitation dans l'inerte. C'est le texte qui s'appelle « Monument des possibles ». Et c'est pourquoi il écrivait déjà dans Survivant « Quel esprit peut se dire libre de la machinerie de défense, de la résistance oublieuse à une totale mélancolie? On écrit parce qu'on a manqué son suicide. » C'est très difficile de s'accepter de cette mélancolie, et il va la traquer un peu partout. Je pourrais montrer comment, il y a un texte qui s'appelle de façon éloquente « Faux fuyant dans la littérature », comment
Lyotard traque ça dans la conception de l'écriture de Michel Butor. Michel Butor écrit « Si j'écris, c'est pour ne pas mourir, c'est pour ne pas me faire mourir ». Troisième élément qui montre que c'est l'idée même de Bellemare qui va voler en éclats et que Lyotard se met à soupçonner. Un article de Rudiment Payen qui s'appelle « Futilité en révolution ». Lyotard distingue au sein de la terreur révolutionnaire emmêlés deux paganismes différents qui sont porteurs de deux conceptions disjointes de la mort. On trouve la première évidemment chez Robespierre. On aperçoit vite que celle-ci rejoint la conception antique de la mort, celle du héros, qu'elle est aussi solidaire de la dialectique hegelienne, et que c'est celle-là à l'égard de laquelle Lyotard prend toutes ses distances. Je cite Lyotard. Chaumette et Fouché faisaient décréter le 10 octobre dans la Nièvre qu'on écrive à l'entrée des cimetières l'axiome « La mort est un sommeil éternel ». Dans les notes pour son ultime discours, que dit Robespierre ? Non Chaumette, non Fouché, la mort n'est pas un sommeil éternel. Citoyen, effacez des tombeaux cette maxime impie qui jette un crêpe funèbre sur la nature et qui insulte la mort. Gravez-y plutôt celle-ci. La mort est le commencement de l'immortalité. Mais quelle mort ? Évidemment, celle du martyr de la vertu, la mort par conformité inconditionnelle à la vérité. Ce qui intéresse Lyotard, c'est qu'on trouve chez les sans-culottes qui sont promis à l'échafaud un autre discours sur la mort que celui de Robespierre, dont il est plus proche. Que disent ceux-ci ? Ceux-ci ne meurent pas dans le martyre personnel, mais dans la conviction d'appartenir à une puissante révolution des forces anonymes, qui ne va pas sans métamorphose des corps. Pour eux, le corps se décompose et va contribuer à former d'autres êtres. C'est un discours d'atomiste, dit Lyotard, dans lequel les corps ne sont que des localisations transitoires d'intensité. Donc, quoi que la vie éparpillée avec ce défi lancé à l'inerte, elle se perd aussi comme alerte, comme inquiétude, quand elle vient à se confondre avec cette tentative de conservation, de survie, raison pour laquelle il faut se méfier de tous les devenirs survie de la mort. Mourir, pour Lyotard, c'est pas vivre autrement, survivre, faire son deuil, traverser une expérience, mais faire événement, comme la naissance est l'énigme du commencement, la mort est celle de l'achèvement. À la fois, il y a une nécessité de la mise en discours de la mort, de son archivage. Je cite les instructions païennes. Les morts ne sont pas morts tant que les vivants n'ont pas enregistré leur mort dans des récits. La mort est matière d'archives. Et en même temps, il est inéluctable que cet archivage occulte la mort, que la mort soit occultée par cette consignation. Lyotard le remarque très, très souvent. La mort comme la voix, elle est comme la voix, comme la phonée, je cite Lyotard, l'affect est comme la mort et comme la naissance, s'il est pensé, articulé, raconté, il est celui de l'autre, des autres. Donc toute la difficulté est celle pour Lyotard d'une phrase, qu'il s'agisse d'un discours, d'une œuvre, d'une existence, qui soit pas une survivance, une mort-répétition, parce qu'il ne s'agit pas de se taire, mais il s'agit de trouver un phrasé qui soit, dit-il, question posée au néant, sans être une répétition qui répond au nihilisme. Je passe plus brièvement à Deleuze. La pensée de Deleuze développe également une analyse de la mort qui prend un peu le contre-pied de la première lecture comme répétition intense. Apparemment, la voie que Deleuze emprunte semble différente de celle de Lyotard parce que on a l'impression que son problème n'est pas celui de l'escamotage de la mort, de son déni, mais que le problème de Deleuze, c'est le problème par la mort donnée, y compris à soi-même, du déni de la puissance de fuite et de la puissance de création. Mais on va voir comment on rejoint le problème et le modèle que j'ai essayé de construire de la mort-répétition. Alors, dans Mille plateaux, Deleuze analyse comment la mort menace la puissance de fuite. La mort, l'autre négatif de la fuite, son autre face, comme dit Deleuze. Alors déjà, dans son analyse du mot d'ordre, cette alternative se dessine. Le mot d'ordre est en effet compris comme impliquant une sentence de mort, même symbolique. Elle porte avec elle la mort. Par exemple, je le cite, « Un ordre du père à son fils, tu feras ceci, tu ne feras pas cela, ne se laisse pas séparer de la petite sentence de mort que le fils éprouve en un point de sa personne. Mort, mort, tel est le seul jugement. » Mais ce mot d'ordre est aussi un cri d'alarme ou un message de fuite, note Deleuze. Il y a ainsi deux tons, mort et fuite, ou mort ou fuite, comme le rugissement du lion qu'évoque Canetti, ce que rappelle Deleuze.
La question est alors de savoir, souligne Deleuze, non pas comment échapper au mot d'ordre, mais je le cite, comment échapper à la sentence de mort qui l'enveloppe, comment développer sa puissance de fuite. Comment fuir et ne pas mourir, ne fût-ce que d'une mort symbolique, ici les petites morts de l'obéissance au père. Cette fuite n'est pas conçue comme un évitement, mais comme une source de création, je le cite toujours, la vie doit répondre à la réponse de la mort, non pas en fuyant, mais en faisant que la fuite agisse et crée. Plus loin, Deleuze reprend cette analyse de la mort, montrant que la pragmatique ou la schizoanalyse a précisément pour objet, dit-il, l'étude des dangers sur chaque ligne de fuite. Je vous rappelle qu'en reprenant Zarathustra, il va nommer ces 4 dangers: la peur, la clarté, le pouvoir et, ce qui nous intéresse, le grand dégoût, soit, dit-il, l'envie de faire mourir et de mourir, passion d'abolition. Le 4e danger est celui, insiste Deleuze, qui nous intéresse le plus, parce qu'il concerne les lignes de fuite elles-mêmes, celles qui sont, je le cite toujours, une sorte de mutation, de création, se traçant dans le tissu de la réalité sociale, et qui vont affronter donc un autre risque que celui extérieur de se faire rattraper. Elles ont leur propre danger, dit-il, je le cite, un étranger désespoir, comme une odeur de mort et d'immolation. Détruire et être détruit, voilà les dangers propres de la ligne de fuite. Et la question est toujours celle-ci: pourquoi, au lieu d'augmenter ses valences, se tourne-t-elle parfois en destruction, abolition pure et simple, passion d'abolition? Qu'est-ce qui fait que la ligne de fuite va devenir ligne de mort, en particulier dans le cas du suicide? Deleuze écarte, tu le rappelais, l'hypothèse de la pulsion de mort pour y répondre, non pas parce qu'il en nie l'existence, mais parce que, d'abord, comme on l'a dit, il y a une puissance positive de répétition, et puis parce qu'il n'y a pas d'intériorité du désir, de pulsion interne dans le désir, mais des arrangements, des dispositifs. Et on va voir que la mort, l'autre répétition, la répétition survivante, c'est l'envers de cette puissance. Il faudrait montrer comment la source de cette ligne d'abolition, Deleuze l'analyse avec le fascisme, dans lequel, dit-il, tu le rappelais, l'État est moins totalitaire que suicidaire. Je ne le ferai pas pour aller un peu plus vite. Donc là, la mort est un danger sur une ligne de fuite. Elle est vue comme l'inverse de la puissance de fuite, et elle est déjà comprise comme puissance de créer. Elle-même comprise comme puissance de création, ce que confirme, on va le voir, la présentation par Deleuze du motif nietzschéen de la mort de Dieu. Je serai beaucoup plus rapide avant de conclure. Je vous rappelle que Deleuze présente le thème nietzschéen de la mort de Dieu dans Nietzsche et la philosophie à partir de la question du nihilisme. Elle procède du nihilisme au 2e sens, c'est-à-dire du nihilisme réactif. Deleuze rappelle que le nihilisme désigne d'abord la dépréciation de la vie, de ce monde-ci au profit de valeurs supérieures, mais il désigne ensuite non plus une volonté de nier, mais une réaction et une dévalorisation de toutes les valeurs supérieures. Donc la mort de Dieu est ainsi le résultat de ce qu'il appelle le pessimisme de la faiblesse. Le nihilisme réactif signifie précisément cela, et c'est avec la mort de Dieu qu'il apparaît dans sa forme la plus pure. En effet, souligne Deleuze, selon Nietzsche, Dieu est mort de pitié, soit qu'il soit mort de sa fatigue et de sa lassitude, soit qu'il ait été victime d'un acte criminel inspiré par la pitié. L'homme réactif plein de pitié, soit d'amour d'une vie faible et malade, ne connaît plus de valeur supérieure à cette vie réactive. Je cite, le meurtrier de Dieu est l'homme réactif, qui réagit contre la pitié de Dieu. Et son descendant, le dernier homme, celui qui est trop fatigué pour tout, même pour mourir, et qui incarne le nihilisme passif. Ici, la vie est toujours dépréciée, réduite à sa forme réactive, et le nihilisme, commande Deleuze, devient pour Nietzsche le moteur de l'histoire de l'homme. Deleuze est très précis, le problème, c'est pas celui de la mort, mais le fait que vie et mort deviennent des déterminations relatives et cessent d'être des déterminations absolues. C'est ce que signifie le nihilisme, et en particulier celui qui se déploie dans là où les morts de Dieu, puisque, rappelle Deleuze, pour Nietzsche, les dieux meurent toujours de plusieurs sortes de morts. Le problème, on le perçoit, je pourrais peut-être le montrer de façon plus détaillée, comme le souligne Deleuze, c'est que, je le cite, la vie meurt, mais elle renaît comme réactive, ce qui est manifeste avec la mort de Dieu. C'est une vie devenue survivance, ce que pointait aussi Lyotard, et on peut imaginer que symétriquement, la mort meurt aussi dans cette relativisation de la vie et de la mort. Elle aussi perd de sa consistance, pâlit ou blêmit, comme dirait Nietzsche. Alors que conclure brièvement on a 2 conceptions distinctes, voire un peu opposées de la mort, et qui toutes 2 impliquent un certain rapport à la répétition, je le rappelle. Dans la première, la mort, c'est une forme positive et intense de répétition, la vie libre du désir, l'affirmation partielle et singulière, subversion de totalité apparente chez Lyotard,
pièce de la machine désirante, principe positif originaire de la répétition chez Deleuze. La répétition ici explicite la mort qui paradoxalement devient une valeur supérieure dans les deux pensées des flux libidinaux, la mort ou la répétition. La mort soit la répétition, et une répétition attirante, puisqu'on peut voir s'y déployer librement la différence. Dans la seconde, la mort est un événement irrémédiable, redoutable, événement intransmissible et inéluctable, énigme chez Lyotard, danger procédant d'un nihilisme réactif chez Deleuze. Dans les deux cas, cette mort est violente, elle est donnée ou subie, assassinat, meurtre, arrêt de mort, extermination. Dans les deux cas, le risque est celui de voir cette mort travestie par nihilisme en une forme de répétition qu'est la survie ou la survivance, de soit occulter le partage entre mort et vie dans une vision mélancolique de l'existence. Ce dont il faut se méfier, c'est de la mort comme répétition, la mort ou la répétition, c'est l'assimilation qu'il faut refuser et l'alternative qu'il faut maintenir entre la mort et la belle mort en particulier. Alors qu'est-ce qui explique, et c'est pas tout à fait facile, cette conception double ou duale ou le passage de l'une à l'autre? Je crois que c'est pas simplement la distinction entre la mort peut-être naturelle et la mort qui serait donnée ou violente, parce que on peut tout à fait se méprendre et envisager sa propre mort comme une mort survivante, une mort répétition. Quel peut être l'enseignement de cette dualité? C'est pas tout à fait facile. Ce qui est commun, c'est que les deux modèles sont tous les deux, et chez les deux auteurs, animés par quand même la volonté de produire des conceptions anti-hegéliennes de la mort. La deuxième peut-être remarque qu'on pourrait faire, c'est que, pour reprendre l'expression nietzschéenne, il est peut-être chez les deux auteurs plusieurs formes de mort, l'affirmation de la différence absolue, la haute émotion, la mort immortelle, et de l'autre côté l'arrêt de mort, la mort vive et souffrante, l'assassinat. L'une fait vivre jusqu'à sa limite, l'autre fait mourir. Toutes deux sont menacées par deux nihilismes. C'est là peut-être le troisième point commun, c'est qu'il y a une même menace qui vient de deux formes de nihilisme. La première est menacée par le nihilisme qui est effrayé par les intensités, la seconde est menacée par le nihilisme réactif qui mêle la vie et la mort en une pâle survivance, en un astre tiède, dirait Lyotard. Peut-être je vais m'arrêter là. Merci infiniment pour cet exposé d'une précision clinique. Et tu as très bien montré non seulement la diversité des formes ou des modalités de la mort, mais je dirais ce qui m'a beaucoup frappé personnellement, c'est la diversité des niveaux d'expérience où on peut saisir ce problème. Ça va des petites morts de l'obéissance au père, tu joueras pas de la guitare électrique, jusqu'à l'expérience des camps et de l'extermination. Bon, ça, c'est assez fascinant et c'est un des aspects fascinants de ces pensées de la mort. Mais tu as très bien montré aussi l'unité du problème qui noue ces notions de désir, de loi, de répétition chez ces deux auteurs, avec cet enjeu général, je crois qu'on c'était très clairement présenté, qui est l'ambivalence et même les dangers consciemment assumés de toute pensée qui accepte non pas de célébrer la mort, comme on nous dit un peu vite parfois de Deleuze ou Lyotard, mais de la soutenir, de l'endurer, enfin de l'accompagner sans chercher à la résorber ou à la surmonter, ce qui est une façon de la célébrer aussi. Voilà, bon, tout ça a été très stimulant et je suis sûr qu'il y a des tas de questions. Peut-être on peut déborder l'horaire, prévoyez qu'on s'arrête maintenant, mais on va quand même prendre 10 minutes sur la pause. Ce serait un grave problème. Ça fera beaucoup moins de pause. Ouais, mais on est tous reposés puisqu'on a mangé il y a moins de 2 heures. En tout cas, on a quelques minutes. On est tous abasourdis par la mort. Oui. Eugene Alan. Merci beaucoup. Je ne sais pas exactement comment poser cette question, mais dans le cas de Deleuze et Guattari, j'ai très bien parlé du côté éthique, je crois, de la question de la mort, mais surtout dans l'antélie, Deleuze et Guattari disent que le problème avec la pulsion de mort chez Freud, c'est que c'est une expression, la position psychanalytique, c'est une expression de la répression de la mort par le capitalisme. Et je voudrais demander comment est-ce que cela joue dans notre compréhension de cette problématique.
C'est-à-dire chez Lyotard ou... Non, dans la deuxième modèle là, de la mort. Surtout chez Rosé Guattari. Ouais. Je crois que c'est... Alors, je l'ai pas peut-être bien développé. C'est ce qui fait que... Freud a à la fois une intuition géniale avec l'instinct de mort et puis à la fois que sa compréhension de la mort, il gâche son intuition la plus intéressante parce que ce modèle de la mort est rabattu sur un modèle matériel. Il est comme finalement réprimé de l'intérieur de la théorie freudienne, ce qui fait qu'il va perdre sa puissance un peu révolutionnaire, disons. Moi, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Moi, peut-être je prendrais de légères distances à l'égard de cette interprétation qui, à la fois, s'appuie sur des textes freudiens, hein, sur la lettre freudienne, mais qui fait pas forcément état de la fonction du concept de pulsion de mort dans la théorie et dans la clinique. Donc c'est pour ça que j'émettais, moi, une réserve, mais je ne réponds pas tout à fait à ta question. Bon, dans la perspective plutôt richéenne de Deleuze Guattari, la pulsion de mort chez Freud, c'est dû au fait que dans le capitalisme, la dépense est réprimée à la faveur de l'accumulation. Et avec certaines conséquences pour la différenciation dans la répétition. Et c'est de ce côté-là, je crois qu'ils abordent la question de la répétition à la mort chez Freud. Alors c'est vrai que Freud a pu apercevoir quelque chose de l'importance, mais le fait que... mais Freud ne reconnaît pas que la silence de la pulsion de mort n'est pas un attribut du psyché, mais du statut de la mort sous le capitalisme. Et je demande comment on peut intégrer cette partie de Guattari avec le côté éthique nietzschéen que tu as très bien présenté. À la fin, j'aurais besoin de votre aide parce que je sais pas comment on peut coordonner les deux. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse à la question. Je voulais juste dire merci parce que j'ai toujours été frappé de la manière dont Lyotard a écrit sur Malraux et la mort de la mère. Et la richesse de votre analyse nous permet maintenant de comprendre ce qui lui a permis justement de suivre toutes les morts à travers les écrits, mais aussi la vie de Malraux, même jusqu'au musée imaginaire. Donc c'est juste pour ajouter, pour en remercier, et puis aussi que cette réflexion sur la mort vient à une sorte d'apogée quand il écrit sur Malraux. Je ne sais pas si vous avez... Mais non, il faut que j'avoue, je confesse, il faut que j'avoue, selon si c'est une faute. J'ai pas lu le texte sur Malraux, mais je vais pouvoir ajouter une pièce. Okay. Non, c'était juste le bras qui se levait. D'autres questions? Je crois que tu as fait le tour de la question, en fait. On est tous un peu désarmés. Oui, Claude Smith. Je suis d'accord. C'est intéressant cette façon de présenter des façons différentes, non seulement de penser, mais de valoriser la relation de la mort. Mais en même temps, j'ai bien un peu surpris je sens pas comme ça, à ce point-là, comme s'il y avait je sais pas comment dire, un tournant, un changement complet de point de vue par rapport à la mort. J'ai pas eu ce sentiment-là. Moi, j'ai plutôt le sentiment, au fond, ce qui a été là, ce sont des types de morts différents. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai pas été complètement convaincu?
davantage d'explications quant au fait que ce serait, en quelque sorte, par exemple, le tard dirait oui, avant je pensais que la mort c'était bien, mais maintenant on rend compte que c'est horrible. Merci pour ta question. Et c'est là où en fait il y a un faux effet de symétrie entre les deux auteurs. Enfin, je pense qu'on peut que le second modèle de la mort, il prend quand même le relais chez Lyotard et qu'il ne dira plus jamais les phrases là qu'on trouve dans l'économie libidinale, tout est fait de mort et une haute émotion. Donc ça, je pense que quand même il abandonne ce premier modèle de la mort. Vraiment pour le deuxième souci, disons, qui est de traquer un peu toutes les façons dont la mort elle est travestie, etc., en belle mort. Mais par contre, là où c'est pas symétrique, c'est que chez Deleuze, je pense que les deux modèles sont tout à fait qu'on peut les faire tenir ensemble et qu'il est possible de les articuler. Ce que faisait un peu aussi Arnaud à la fin de son exposé, je pense pas que dans ce cas-là, ils soient contradictoires et que l'un prenne le relais de l'autre. Alors je sais pas, je crois pas que ce soit des types de mort, je dirais pas ça parce qu'on n'arrive pas à dire là c'est la mort naturelle, là c'est la mort donnée. Est-ce que c'est des... Qu'est-ce que toi tu dirais, Elie? Est-ce que c'est des points de vue sur la mort? Est-ce que c'est... Ça repose quand même savoir si la mort est vraiment le concept unifiant de toutes ces questions. Bah oui, c'est pas sûr. Peut-être déjà pulsion de mort serait peut-être c'était d'ailleurs ton point d'entrée. Et essayer de préciser, voilà, parce que moi, ce qui m'a semblé, c'est que ce que dit, par exemple, Lyotard à propos de la mort, effectivement, qui laisse penser à la plus intéressante dans le discours figure, c'est l'idée que quelque chose de l'inconscient, au fond, ne peut être passé dans la culture ou dans la lecture, avec la condition, effectivement, de prendre en compte cet élément issu, effectivement, de la culture psychanalytique. C'est vrai que ça prend une forme ensuite de l'économie libidinale sur laquelle il va revenir en partie. Ça, c'est l'ouvrage vis-à-vis lui-même, manifestement, le présent nous allons jusqu'à la fin. Mais je ne crois pas que, par exemple, dans l'exemple que tu donnais après sur Auschwitz, ou sur le fait qu'il ne faudrait surtout pas dire comme Hegel que la mort est quelque chose qu'on pourrait relever, je ne crois pas que ce soit contradictoire avec cette idée justement que... Parce que la question de la pulsion de mort, elle est de toute façon quelque chose qui est d'emblée pensé comme en excès par rapport à tout ce que Hegel faut vraiment dire. Justement, comme quelque chose dont on ne se relève pas. C'était déjà ça. Donc on pourrait dire que, de mon point de vue, c'est dans une continuité avec l'idée que la mort, c'est surtout pas quelque chose qu'on peut simplement symboliser, sans reste, que ensuite il pourrait critiquer l'idée de sacrifice, l'idée des morts, et ça, je crois que c'était déjà... Ouais, bah l'inspiration anti-hégélienne, elle traverse l'ensemble de l'œuvre et elle anime le premier modèle de la mort, tout à fait, ça je suis d'accord. Donc on trouve une partie du premier, une partie du second dans le premier. Ça, je pourrais donner des textes, ouais, je suis d'accord. Sur ce point d'accord, je crois qu'il est... D'abord, on va remercier Claire et Arnaud. On a une dizaine de minutes de pause.